Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de terminale. Il sera question d'intervalle de confiance et d'estimation. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Lors des primaires républicaines pour l'élection présidentielle américaine de 2012, les deux candidats favoris étaient à la fin du mois de janvier, Mitt Romney et Newt Gingrich. Le 26 janvier, un sondage concernant la primaire républicaine, effectué sur un échantillon aléatoire de 1000 personnes, donnait 36% d'intention de vote pour le premier et 34% pour le second. Premièrement, pour chaque candidat, déterminer l'intervalle de confiance au niveau de confiance 0,95 de la proportion de ses sympathisants. Au seuil de 0,95, ces résultats permettent-ils d'estimer qui arrivera en tête de la primaire en Floride? Et enfin, combien de votants aurait-il fallu interroger pour qu'une différence de 2% puisse être considérée comme décisive? Donc on le voit à travers ces questions, il semblerait que la différence de 2 points, c'est-à-dire que le premier à 36%, le second à 34%, ne permettent pas de voir si vraiment le premier, Mitt Romney, va gagner les élections. Donc je vous conseille d'essayer de répondre à ces trois consignes et simplement après de regarder la suite de la vidéo. Donc on y va, hein, on va déterminer donc l'intervalle de confiance au niveau de confiance 0,95 de la proportion de ses sympathisants, et ceci pour les deux. Donc l'intervalle est donné par cette formule-là, donc on prend la proportion, la fréquence plutôt ici, donc ça fait 36%, bon, 36% on peut écrire comme étant 0,36, et comme on l'a obtenu cette fréquence pour 1000 personnes, on va retirer 1 sur racine carrée de 1000. Et on va faire la même chose, sauf que on va rajouter cette fois-ci 1 sur racine carrée de 1000. Donc après, on prend la calculatrice, donc ça je vous laisse le faire, mais on doit trouver, en gardant peut-être trois chiffres derrière la virgule, 0,328 et 0, allez si on prend plus large, 392. Voilà. Donc ce premier intervalle, on peut appeler I indice R, vu que c'est Romney, et puis le deuxième, on va appeler I indice J, et on va calculer donc de la même façon. Donc ça va très vite, hein. On enlève 1 sur racine carrée de 1000, et on le rajoute à 0,34 pour avoir les bornes de l'intervalle de confiance. Voilà. Et aussitôt on prend la calculatrice, et on obtient ici 0,308 et 0,372 en arrondissant. Du coup, deuxième question, donc au seuil de 0,95, ces résultats permettent-ils d'estimer qui arrivera en tête de la primaire en Floride? Il se trouve en fait que malgré la première envie qu'on a ici de dire donc, que Mitt Romney est forcément en tête, en fait, avec la notion d'intervalle de confiance, en fait, on a un peu plus de doute, puisqu'en fait, ici, ce n'est pas évident. Par contre, ce qu'on sait avec une forte probabilité, c'est que Romney va obtenir entre 32,8%, donc que je peux représenter comme ceci, 32,8%, et 39,2%, donc voilà. Tandis que le second candidat, lui, il va obtenir entre 30,8, donc 30,8 c'est un peu plus petit, voilà, et 37,2, on va le situer à peu près ici, voilà, 37, je dis, 37,2%. En fait, il peut tout se passer. En effet, si on est dans cet intervalle entre 32,8 et 39,2%, si on est ici, c'est clair que Romney va finir en tête des primaires. Mais s'il n'est pas là, et qu'il se trouve par exemple ici, ce qui est possible, hein, puisqu'en fait l'intervalle de confiance nous dit que simplement, avec une probabilité de 95%, on se trouve dans l'intervalle, que les pourcentages de partisans qui vont voter pour cette personne, c'est bien entre 32,8 et 39,2. Mais on ne sait pas où, donc ça peut très bien être ici.
Et puis, dans ces cas-là, pour le deuxième candidat, s'il obtient par exemple ne serait-ce que 36,5, vous voyez bien qu'il a davantage de voix et donc il arrivera en tête des primaires. Et donc le fait de dire que Romney ne va pas gagner ses primaires, en fait, c'est pas non plus contradictoire avec ce que donnent comme information les intervalles de confiance. On a certes envie de penser qu'il va remporter ses primaires, mais ce petit schéma nous montre en fait qu'on n'en est pas certain. On n'en est pas certain puisque avec l'histoire des intervalles de confiance, on voit qu'il se chevauche et donc il peut tout se passer. Donc enfin, conclusion, non, Romney n'est pas assuré de remporter ses primaires. Enfin, pour terminer cet exercice, on nous demande combien de votants aurait-il fallu interroger pour qu'une différence de 2% puisse être considérée comme décisive. Alors ça, il faut retrouver le schéma un petit peu de tout à l'heure. Donc le schéma de tout à l'heure où on avait un premier candidat qui pourrait se situer ici, et un deuxième candidat, que je vais représenter dans une autre couleur, qui peut se situer par là. Donc, par exemple, ici, on a 36% ici, voilà, hop, et pour le premier, on avait 34%. Bon, ceci dit, c'est pas lié vraiment à ces valeurs-là. Hein, c'est pas lié franchement à la fréquence qu'on a obtenue, 34%, 36%. Ce qui est important, c'est que justement, les intervalles, en fait, soient disjoints. Disjoints, ça veut dire qu'en fait, la borne supérieure de celui-là, elle va être comme ça, et la borne inférieure ici, il faut mieux qu'elle soit comme ça. Donc, je n'ai pas besoin de représenter les deux autres bornes. Ce qui se passe, c'est ici, pour être certain du résultat de cette élection, il faut absolument que les intervalles de confiance n'aient pas de partie en commun. Et donc ici, on doit avoir 2%, donc 2% c'est 0,02, sauf que ici on sait qu'en fait on va se décaler de 1 sur racine carrée de n, et là 1 sur racine carrée de n. Donc en fait ici, entre 34 et 36%, il faut que 1 sur racine carrée de n plus 1 sur racine carrée de n soit plus petit que 2%. Et donc ça fait 2 sur racine carrée de n soit plus petit donc que 2%, que 0,02. Et donc on tombe sur une équation qui parfois pose problème quand même en classe de terminale. Bon, après, pour résoudre cette inéquation, il y a plusieurs moyens. Donc en fait, il y a un moyen qui consiste à passer aux inverses. C'est pas forcément quelque chose qui est bien connu des élèves, mais ici on a deux quantités de même signe, et quand on passe aux inverses, par exemple si on avait eu 3 plus petit que 5, et ça implique que quand on passe aux inverses, 1 tiers, ça devient plus grand que 1 cinquième. Donc ça c'est valable lorsqu'on a des nombres de même signe, des quantités de même signe, et c'est lié aux variations de la fonction inverse qui est décroissante. Une fonction qui est décroissante inverse le sens des inégalités. Donc c'est ce que j'utilise ici, quand je passe à l'inverse. Donc l'inverse de 2 sur racine carrée de n, c'est racine carrée de n sur 2. Je vais dire que ça va être plus grand que 1 sur 0,02. Et ensuite, pour continuer et résoudre donc cette inéquation, il va falloir que je me débarrasse du dénominateur de... là, je vais multiplier par 2 des deux côtés. Et ainsi, je n'aurai plus que racine carrée de n à gauche, racine carrée de n qui va être strictement plus grand que 2 sur 0,02. Bon, peut-être que vous avez vu que ça équivaut à dire que racine carrée de n est plus grand que finalement 1 sur 0,01. Autrement dit, l'inverse de 1 centième. L'inverse de 1 centième, soit on prend la calculatrice, soit on réfléchit un petit peu, et puis dans tous les cas, ça ne peut pas être très compliqué, parce que l'inverse de 1 centième, c'est 100. Pourquoi c'est 100? Parce qu'on peut aussi multiplier par 100 en bas et en haut, hop, et donc je tombe que sur le fait que racine carrée de n doit être plus grand strictement que 100. Bon, et puis quelque chose aussi qu'il faut faire pour terminer et résoudre enfin cette inéquation, c'est se dire que finalement ces deux quantités-là, on va les élever au carré. Donc on peut le faire parce qu'en fait elles sont de même signe, et quand on les élève au carré, puisque la fonction carré est croissante de 0 à plus l'infini, en fait on ne change pas l'ordre de l'inégalité. Et donc ici,
un petit carré ici, un petit carré là. Pourquoi je fais ça? Parce qu'à la ligne suivante, bien sûr, je vais obtenir n. Et bien n, il doit être plus grand strictement que 100 au carré. 100 au carré, c'est 10 000. Donc vous avez compris, il aurait fallu interroger plus de 10 000 personnes. Alors plus de 10 000 personnes, c'est bien, on a trouvé le nombre qui nous intéressait. Maintenant, si on essaye de réfléchir un petit peu sur ce nombre-là, en fait, concrètement, c'est difficile à réaliser parce qu'il faut interroger 10 000 personnes et les sondeurs, tous les instituts qui font des statistiques et qui donc essayent de prévoir ce qui va passer pendant les élections, et bien, s'ils doivent interroger 10 000, au lieu d'interroger 1000 personnes, ça leur coûte juste 10 fois plus cher, quoi. Donc, en fait, dans les faits, on se contente uniquement d'interroger 1000 personnes. Maintenant, vous saurez que quand vous regardez donc les sondages, etc., il faut se méfier parce que donc une différence de 2 points, 36%, 34%, en fait, ça ne permet pas d'être certain du résultat d'une élection. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. À mon sens, elle est intéressante parce qu'elle permet de bien comprendre qu'en fait, il faut se méfier avec les intervalles de confiance.